Rebonjour à tous et bienvenue sur DailyFX. Je suis Nicolas Chéron et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Étienne Lenné. Jean-Étienne, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, nous venons de faire un petit webinaire où tu nous as expliqué la règle des 7. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Étienne, donc Jean-Étienne travaille depuis plusieurs années avec DailyFX, il est présent à nos conférences, il fait des formations dans nos bureaux et de temps en temps il a un peu de temps pour passer et faire un webinaire éducatif afin de, je dirais pas de pallier au manque des analyses et des contenus éducatifs, mais afin de venir nous faire des piqûres de rappel et également de nous présenter des méthodes qu'il affectionne, qu'il utilise ou bien qui sont parfois oubliées mais intéressantes à étudier. Je vois que tout le monde est là, bonjour JP, Trader Demo, Benoît, Laurent, pourquoi pas, Nordine, je vois que vous êtes à peu près 300 en salle de trading, donc on va pouvoir commencer. Donc, si vous voulez, on a fait un petit webinaire éducatif, mais je voulais ici que vous profitiez un petit peu de l'expérience de Jean-Étienne et qu'il réponde à quelques questions que les particuliers me posent souvent. Ça m'intéressait en fait, Jean-Étienne, d'avoir ton avis, ton expérience par rapport donc à des sujets sensibles que sont l'analyse technique, la psychologie, des choses comme ça. Avant toute chose, pour nos lecteurs, pourrais-tu nous faire un petit retour sur ton expérience des marchés, un peu ton curriculum vitae, si je peux me permettre? Oui, Nicolas. En fait, on va dire que je fais partie de cette population de traders qui vient du milieu professionnel. Il y a soit des particuliers qui, essentiellement pour des raisons de valorisation de leur épargne, ont été amenés à être de plus en plus actifs sur les marchés, d'abord avec quelques actions, puis ensuite avec des produits un petit peu plus sophistiqués, pourquoi pas terminer sur les options. Et puis il y a des professionnels qui, pour des différentes raisons, ont été amenés à trader leurs propres capitaux. Et moi je fais partie de cette catégorie puisque j'ai commencé ma carrière en fait sur les matières premières à Paris, ce qu'on appelait à l'époque la bourse de commerce, qui est un superbe bâtiment, une superbe rotonde qui est tout près du Forum des Halles. Aujourd'hui, vous avez là-dedans différents locaux de la Chambre de commerce de Paris. Mais avant, elle avait été réouverte en 1962 pour le sucre, le café, le cacao, le soja. Et il faut rappeler que jusqu'en 1988-89 était tradé sur cette bourse l'un des plus beaux contrats au monde, qui était le contrat sucre blanc, qui aujourd'hui n'est plus traité que globalement sur une bourse asiatique, je ne sais plus laquelle, est-ce que c'est Shanghai ou Hong Kong, et sinon traité à Londres et traité à New York. Sur les marchés de matières premières, donc sucre, café, cacao, soja, paires de devises, le pétrole, les céréales, tout le monde connaît l'analyse technique. Il est absolument impossible de faire du trading sans surveiller le fondamental, d'une part, et d'autre part sans surveiller les graphiques. Or, j'avais fait des études de finance dans une belle université parisienne, près du périphérique, pour ne pas la nommer, où l'analyse technique était quasiment interdite. C'était mal de faire de l'analyse technique. C'était mal, c'était contraire à la finance. Et donc, cette méthodologie était à peine évoquée. Donc c'était en 1980? Voilà, c'est ça, dans les années 80. Et c'était présenté comme une méthode à ne pas suivre. Or, il se trouve qu'arrivant sur les marchés de matières premières, les seuls opérateurs que j'ai vus gagner de l'argent, bien, c'était des opérateurs qui utilisaient l'analyse technique. Alors, je me souviens d'un vieux monsieur, bon, à l'époque j'avais 24 ans, donc pour moi il était évidemment très très vieux, puisqu'il en avait à peu près 65, et il avait des feuilles de papier millimétrées A3, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une feuille de papier millimétrée A3, et sur ces feuilles de papier millimétrées, avec le fameux bic à 4 couleurs, vous savez ce petit bic là, 4 couleurs avec 4 petits cliquets,
il dessinait tous les soirs ses graphiques. Et j'étais un peu impressionné en me disant qu'est-ce que c'est que cette vieille méthode, et il a commencé à me parler analyse technique. D'autre part, j'ai eu la chance de croiser un gérant de position, on ne parlait pas de portefeuille sur les matières premières, mais un gérant de position qui a été un peu à l'origine de la fortune d'un homme d'affaires français que je ne citerai pas au webinaire. Je peux le citer si je rencontre l'un d'entre vous en tête à tête, mais je ne peux pas le citer au webinaire. Un homme d'affaires français très connu qui a fait une grosse fortune sur certains marchés à terme traités à Paris. Tout ceci m'a obligé à accepter un conflit à titre personnel. On m'avait appris que seule l'analyse fondamentale était sérieuse, officielle, valide, et à côté de ça, je constatais que de nombreux professionnels utilisaient l'analyse technique. Dans un deuxième métier, j'ai été interdealer broker, alors pardon pour le terme un peu barbare, ça veut dire une bourse privée pour les grossistes en valeur du trésor. La France, comme tous les pays du G7, du G8, du G20 comme vous voulez, a une dette colossale et refinance sa dette en intervenant sur les marchés. Et l'État français, le Trésor français, tous les jeudis et tous les lundis, vous trouvez ça sur le site de la Banque de France, émet des bons du Trésor, émet des OAT. Certaines banques sont grossistes, c'est-à-dire achètent en gros auprès de l'État français, et s'était doté dans les années 87 d'un courtier interbancaire spécialisé pour ces grossistes en valeur du trésor. Et ce courtier, c'était une bourse privée réservée à une douzaine de banques. J'ai travaillé sur cette bourse privée, ce qui m'a permis de rencontrer les meilleurs traders français sur les bons du trésor et les OAT. Donc ils avaient la meilleure information puisque l'État français acceptait de leur donner non pas des informations privilégiées mais des informations extrêmement précises et de très haute qualité. Eh bien régulièrement certains d'entre eux se trompaient de façon magistrale et d'autres réussissaient, mais c'était à la fois régulier et en même temps totalement aléatoire pour savoir qui allait être meilleur qu'un autre, tel mois, telle période, telle semaine, telle journée. Et certains d'entre eux utilisaient l'analyse technique, de façon d'ailleurs extrêmement poussée, extrêmement approfondie. Je pense notamment à des études de volume qui sont assez complexes à faire en analyse technique. Donc là encore, j'ai constaté que l'analyse technique était un moyen très efficace. Ensuite, j'ai été trésorier d'un institutionnel. Et là, j'ai pu constater que l'analyse technique, même chez les institutionnels qui gèrent des positions à très long terme, c'est aussi une méthode efficace. En tant que trésorier, je suivais notamment des contrats à terme 3 mois sur ce qu'on appelait à l'époque le PIBOR, aujourd'hui c'est devenu le RIBOR. Et de l'analyse technique sur ce type de contrat, c'est très efficace pour voir où vont aller les taux d'intérêt à court terme. Et je n'ai trouvé aucune différence avec de l'analyse technique pour des taux d'intérêt à long terme, de l'analyse technique pour le forex, de l'analyse technique sur les matières premières, de l'analyse technique sur des actions. Ce sont des marchés qui sont très différents sur certains plans, mais sur le plan analyse technique, on va dire que les mêmes phénomènes se retrouvent. Alors peut-être que c'est parce que l'analyse technique est l'analyse des graphiques et que les graphiques sont une résultante du comportement des humains en quelque sorte. Donc exactement. Exactement, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants qui taquins, puisque les étudiants sont taquins, ils ont toujours un petit caractère. On en a une bonne partie ici taquin de ton vis-à-vis de leurs vivier professeurs. d'étudiants Voilà, qui c'est viennent ça, travailler oui, chez tout Daily à fait. FX et Et ils aiment souvent tester un professeur en lui citant ce que dit un autre professeur. Donc souvent les étudiants me disent, mais monsieur, on a vu en technique de gestion plus classique à base de fondamentales que les marchés doivent monter pour telle et telle raison ou sont surévalués pour telle et telle raison. Et je leur dis, voilà, les professionnels ont les mêmes outils. Bloomberg, Reuters. Et j'en sais quelque chose puisque je suis aussi formateur sur Bloomberg et sur Reuters. Les professionnels ont suivi les mêmes études, ont les mêmes diplômes professionnels. Je ne parle pas de l'école, je parle des diplômes internationaux comme le CFA pour gérer à base de fondamentales.
Ils ont les mêmes outils, les mêmes méthodes, les mêmes formations, et néanmoins, face à un acheteur, il faut un vendeur. Face au vendeur, il faut un acheteur. Et on ne peut pas dire, il y a d'un côté les professionnels, en face les particuliers. Puisque les particuliers n'ont pas le volume pour faire la contrepartie face aux professionnels. Quand 3 compagnies d'assurance décident d'acheter telle ou telle valeur, d'acheter du L'Oréal, ou quand 3 très grosses trésoreries d'entreprises comme Air France par exemple ou Total décident d'être vendeurs sur telle paire de devises, ce ne sont pas les particuliers qui vont être assez nombreux en face. Donc par construction, les professionnels sont aussi en face les uns les autres. Or, ils ont les mêmes formations, les mêmes diplômes professionnels, les mêmes outils, Bloomberg et Reuters. Qu'est-ce qui fait que l'un d'entre eux va être acheteur et l'autre vendeur? Alors on me répond souvent, ce sont des questions de type de gestion, de liquidité. Non, c'est pas suffisant. Ou d'optique d'investissement, c'est la raison principale. Ils n'ont pas la même analyse du marché alors qu'ils ont les mêmes outils. Et la résultante qui va faire que leurs analyses vont être radicalement différentes puisqu'ils seront l'un en face de l'autre, c'est une résultante psychologique. C'est la conséquence de leur psychologie. D'accord. Or, la psychologie, c'est un invariant. Et donc, c'est la même population qui, suivant sa psychologie, alimentée par toutes les informations, c'est certain, alimentée par toutes leurs études, tout ce qu'ils ont étudié sur le plan théorique, eh bien, in fine, c'est leur psychologie qui va les mettre acheteurs ou vendeurs. D'accord. Or, la psychologie, c'est toujours la même, depuis non pas 10 ans, non pas 20 ans, mais depuis l'origine des marchés financiers. Nicolas, juste un point avant de te redonner la parole. Les marchés financiers sont très anciens. J'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques mois un livre qui a été écrit par un docteur en droit de Harvard sur 4000 ans de marché à terme. Attention, je répète, 4000 ans de marché à terme. Alors, ils n'avaient pas le stylo 4 couleurs et le papier millimétré, mais très sérieux. Il y a déjà des courbes sur des actifs. Et il y a déjà des techniques juridiques extrêmement sophistiquées sur les marchés à terme qui datent de 4000 ans. Ça veut dire que les achats et les ventes à terme, avec tout le caractère spéculatif que ça comporte, c'est très très vieux. C'est vieux comme les sociétés. D'accord. Dès que les sociétés ont été un tout petit peu, on va dire, évoluées pour qu'il y ait des échanges importants, il y a eu spéculation. Qui dit spéculer, dit essayer d'anticiper le futur. Et par conséquent, je pense que la psychologie des opérateurs, c'est aussi vieux que les marchés financiers. D'accord. Tu sais, souvent quand on fait des formations ici dans nos bureaux, je rencontre les clients et je leur dis, voilà, la formation, enfin l'information, comment dire, les cours théoriques d'analyse technique, d'utilisation des indicateurs. Aujourd'hui, on a pratiquement tout sur Internet. On trouve justement peut-être trop d'informations, tu me le diras, mais je dis souvent que la principale différence entre le particulier et le professionnel, alors que ces deux-là ont pratiquement aujourd'hui le même niveau d'information en temps réel, c'est la rigueur. C'est la rigueur qui caractérise le trader professionnel dont on dit souvent qu'il est gagnant. Le particulier, lui, aurait tous les outils pour pouvoir réussir, mais manquerait de rigueur. Et donc là, on fait le rattachement, la passerelle avec la psychologie dont tu viens de parler. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, un premier point. Le professionnel, il a 2 avantages par rapport à quelqu'un qui gère son propre capital. Oui, déjà, c'est pas le sien. Voilà, déjà le professionnel, en fait, on va dire que quelqu'un est professionnel par construction quand l'argent qu'il gère ne lui appartient pas. Alors, comme on parle d'économie, on ne parle pas d'argent, on parle de capital ou de monnaie. Quand la quantité de monnaie sur laquelle j'opère ne m'appartient pas, je suis professionnel. Parce que si elle m'appartient, par construction, je ne suis pas professionnel pour moi-même. Nicolas, quand tu vas chez ton coiffeur, le coiffeur, il coiffe les autres, il ne se coiffe pas lui-même. Personne n'apprend 99,99% des métiers, personne ne l'apprend pour lui-même. Quelqu'un qui vit en exerçant son métier pour lui-même
ça n'existe pas, sauf justement dans la gestion d'un capital sur les marchés. Ouais. C'est le seul domaine où je peux être professionnel pour moi-même, mais pas pour compte de tiers. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que si je suis professionnel pour moi-même, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à l'AMF. L'AMF va surveiller de très près, on peut dire aujourd'hui de très près, dès que je vais avoir une activité professionnelle pour les autres. Mais pour moi-même, non. Or, les professionnels ont cet avantage que, du coup, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas la même émotion. Il y a évidemment une émotion si une société de gestion perd ses clients, parce que c'est une activité très rentable. Il faut savoir que globalement, les professionnels, quand ils gèrent X millions, voire X milliards, ça leur apporte entre 2 et 3%, quels que soient les résultats. C'est beau. Quels que soient les résultats. Ah, c'est plus que beau, ça s'appelle un gâteau ou un fromage, je ne sais pas ce qu'il faut dire. D'accord, donc la performance devient la cerise. Oui, la performance, c'est... Alors, en fait, la performance, c'est plus que la cerise. J'avais assisté à une réunion très intéressante en 1993 où il était expliqué qu'à peu près le quart des moins bons gérants est comme éjecté du marché dans les 2 ans qui suivent. D'accord. Donc il y a en permanence des nouveaux qui rentrent, et si on divise les gérants en 4 groupes, le premier quart les meilleurs, le deuxième, le troisième et le dernier quart. Alors les meilleurs, s'ils restent meilleurs pendant quelques années de suite, à eux la fortune. Ils sont payés à des niveaux outranciers, extrêmement élevés. S'ils sont dans le milieu, ils se battent pour rester dans le milieu, mais c'est très dur. Et le dernier quart, il est éjecté systématiquement. Donc il y a il y a un turnover énorme, il y a en permanence des nouveaux arrivants. Les meilleurs, tout va très bien pour eux. Et le dernier quart, c'est extrêmement rapide. En 2 ans, ils sont éjectés au moins des postes à décision. Ils peuvent continuer une carrière dans la finance, bien sûr, mais pas à des postes décisionnels de gestion. Donc on est bien d'accord que, quand tu sais, souvent on a des particuliers qui nous disent le broker est contre moi, ou bien c'est les méchants pros qui m'ont sorti du marché avec la mèche basse, les pros gagnent, les petits perdent et sont de la charpie. C'est faux. Il y a bien des gagnants chez les particuliers et il y a bien des perdants chez les professionnels. Alors déjà, il y a des particuliers qui sont devenus tellement bons qu'en fait on les considère comme des professionnels pour compte propre, mais ce sont des professionnels. J'en connais qui ont des succès réguliers, d'autres qui ont des succès en dents de scie, et certains parfois la scie est tellement violente qu'ils ont cessé. Mais il y a des particuliers qui sont aussi forts que des professionnels, voire beaucoup plus forts, parce que le professionnel est dans un cadre extrêmement reposant. Tout d'abord, il va tous les jours au travail. Il ne se pose pas de questions. Il négocie de temps en temps ses RTT, ses congés, mais globalement, il ne se pose pas la question, il va tous les jours au travail. Il n'a pas aussi de questions à se poser quant à ses objectifs. Très souvent, le professionnel en gestion a des objectifs qui ont été calibrés par un service marketing, qui a profilé des fonds. Donc, par rapport à un benchmark, allez, on va avoir 3 fonds, un fonds agressif, un fonds plan-plan et un fonds, on va appeler ça gestion dynamique plus, parce qu'il faut que ça soit très marketing. Il va y avoir du profilage de fonds, et d'une certaine façon, le profilage de fonds enlève les 3/4 des difficultés de l'investisseur à titre personnel, du trader privé, qui lui doit définir de A à Z tout ce qu'il va faire. Et le plus dur, c'est de définir des objectifs cohérents. Ça, c'est très très dur. Avoir de bons objectifs par rapport au capital qu'il va gérer, par rapport au temps qu'il va passer, par rapport à sa formation personnelle, qu'est-ce qu'il doit compléter de sa formation, est-ce qu'il doit apprendre à se servir d'Excel, est-ce qu'il doit apprendre l'anglais parce qu'il est incapable de lire la doc de son broker qui, comme par hasard, est dans un pays lointain, est-ce qu'il doit apprendre à se servir d'Internet parce qu'il a une box un petit peu délicate à régler. Le trader privé doit tout faire.
alors que le professionnel, il arrive, si son ordinateur est planté, il appelle le service micro, s'il a un problème juridique, il appelle le juriste ou le déontologue ou son supérieur hiérarchique. Tout est réglé. Et je vais même aller plus loin. Sur les marchés financiers, le métier de trader est très peu pratiqué. Oui. C'est un exécutant haut de gamme, parce que c'est très technique, pour le compte d'un gérant de fonds. Par exemple, si un fonds de pension au Chili, il faut savoir qu'au Chili, la retraite est essentiellement gérée à l'aide de fonds de pension. Si un fonds de pension chilien a une position, par exemple, sur une action américaine comme Verizon de 300 millions et une position sur, on va dire, Bouygues de 200 millions, et il veut se débarrasser de ces deux poses, il appelle son broker, par exemple, à New York, pour vendre ces deux lignes. L'ordre sur Verizon va être traité à New York, puisque Verizon, c'est l'une des plus belles sociétés de l'indice Dow Jones. L'ordre pour Bouygues va être transmis à un broker à Londres, qui va transmettre ça à un copain à Paris, en lui disant, tu as 3 jours pour travailler l'ordre. Et donc c'est un trader qui sait qu'il doit vendre au meilleur prix pendant 3 jours. Et il va travailler l'ordre, il va le découper en petits morceaux, il va se renseigner auprès de ses amis sales, est-ce qu'il n'y a pas un institutionnel qui est intéressé, peut-être qu'il y aura un institutionnel pour 100 millions, et les 100 derniers millions vont être vendus au marché par petits morceaux. On est vraiment très loin du trader qui va analyser le titre Bouygues pour essayer de penser. Alors lui, est-ce c'est que un ça va gérant. monter ou va baisser. Lui, c'est un gérant. Ouais. Le gérant va analyser, mais le trader qui va travailler l'ordre sur le marché en faisant des allers-retours rapides le fait rarement pour une pure position spéculative. Il va jouer, comme on dit, mais adossé à un ordre client, ce qui est extrêmement confortable. Extrêmement confortable, parce qu'à l'arrivée, le client a dit « Vendez-moi 200 millions », il faut en vendre 200 millions. Quel que soit ce que l'on pense, on a un sens qui est déjà décidé. Tu n'as pas à décider de ton sens de marché, est-ce que le cours de Bouygues va monter ou va baisser. Donc on a un trader qui exécute un ordre, un gérant de fonds qui a une stratégie, potentiellement un analyste technique qui va travailler pour ce gérant de fonds pour lui donner ses préconisations. Voilà. Donc là, tu es en train de me dire que le trader particulier doit pouvoir être à l'aise sur Internet, avoir une bonne connexion, doit savoir surfer sur Internet, doit connaître tous les volets de l'analyse technique fondamentale du fonctionnement des marchés, du fonctionnement des produits qu'il trade, doit gérer le côté psychologique de la chose qui est très compliqué, d'autant plus quand on trade ses propres fonds. Absolument. Et en plus de ça, il doit être un mix entre un analyste technique, un gérant de fonds et un trader. Alors j'insisterai même sur le côté psychologique. Certains métiers, il est interdit de les faire pour soi. Et même interdit de les faire pour soi, mais les faire pour quelqu'un de sa famille. Alors ça, c'est un exemple très connu que je rappelle à chaque fois à mes étudiants. Un chirurgien n'a pas le droit d'opérer ses enfants. Ou alors l'assureur décline toute responsabilité. Alors, de plus en plus de chirurgiens sont assurés. C'est le côté américain qui arrive chez nous à la vitesse grand V. Et je pense même que, alors je ne connais pas le détail juridique de tous les hôpitaux, mais dans certains hôpitaux, c'est rigoureusement interdit. Et alors, donc peut-être pour une opération. Ça veut dire quoi? Comment? Appliqué au... Eh bien, appliqué au trading, ça veut dire qu'au trading, ce que l'on fait est extrêmement difficile, puisqu'on gère ses propres capitaux à soi. Donc on se met de fait dans une situation psychologique qui est interdite dans d'autres métiers. Ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose, tu parlais en effet des analystes, donc dans la chaîne que l'on trouve chez les professionnels, depuis le marketing, le commercial, le négociateur sur les marchés, le gérant. Il va y avoir l'économiste de marché qui va étudier tous les chiffres économiques qui tombent en lien avec une vision macro de l'évolution d'un pays, d'un secteur et puis pourquoi pas d'une société. Et il va y avoir l'analyste financier. À un moment donné, il est vrai, l'analyste technique intervient et va donner un sens, va donner des points, va donner des niveaux. Mais il les donne sans savoir si le gérant est acheteur ou vendeur. Il y a même un jeu subtil et il sait bien que le gérant va lui cacher son sens. Bien sûr, certains analystes sont devenus très amis avec leurs clients et connaissent le sens du client. Mais ils savent qu'il est dangereux de vouloir remplacer
d'une certaine façon, le savoir-faire du client. L'analyste doit de fait garder une réserve. Et donc, et inversement, le client, lui, a bien compris quel était le rôle de l'analyste et ne va pas tout lui demander. Ça, c'est un client sympa. Ça, c'est un client sympa parce qu'il est évident que le client, s'il peut trouver une bonne raison de se défausser d'une grosse perte en disant c'est la 4e fois que j'écoute tel analyste et j'ai été planté sur telle indication qu'il m'a donnée, il est évident qu'il va se servir de cette bonne raison pour justifier une perte. Ça, c'est vrai. Alors, ça dépend de la relation qu'on a avec ça dépend de la relation qu'il y a entre l'analyste et son client. Mais l'analyste reste analyste. Il n'est pas opérateur, il n'est pas décideur, il n'est pas gestionnaire. Le trader, le trader privé maintenant, celui qui nous intéresse et qui peut-être nous écoute, lorsqu'il trade sur les marchés, lui, il a une difficulté. S'il trade à base de fondamentales, je lui souhaite beaucoup de courage. S'il trade à base d'analyse technique, il faut qu'il sache dissocier les deux temps. Le temps où il analyse le marché et le temps où il passe en mode trading, où il exécute un processus. Alors un processus qui peut être très simple, un processus qui peut être totalement informatisé, là, il y en a pour tous les goûts. Et s'il décide de faire simultanément son analyse et son trading, eh bien, je vais te fournir une image. C'est exactement comme le coureur du Tour de France qui décide de régler son dérailleur en descente dans un virage, au milieu du peloton. C'est la catastrophe assurée. Tu veux dire par là que le trader privé doit dans un premier temps être en phase d'analyse, c'est-à-dire de décryptage de l'actualité du jour, des dernières news, de l'étude de ses graphiques, de la définition de son plan de trading, de son champ d'intervention, puis il passe, une fois qu'il a fixé ces éléments-là, en mode trading. Oui, mais je vais même au-delà, je vais même plus loin. L'analyste, le trader, quand il coiffe sa casquette d'analyste technique, c'est, je dirais, plateforme fermée. Il travaille sa méthode, il travaille son process, et le process est totalement précis. Je connais même d'excellents traders qui, lorsqu'ils arrivent au bureau pour faire du trading, ont une séquence de choses à faire, y compris lire le journal, y compris prendre un café, y compris vérifier si leur ordinateur est en bon état. Enfin bref, c'est la fameuse checklist. Voilà, c'est une checklist totalement déterminée et ils ne parlent à personne quand ils font leur checklist. Et j'ai connu une salle de traders privés qui d'ailleurs n'est pas très loin d'ici, elle est à peu près à... elle doit être à 400 mètres d'ici à peu près, je vois que tu vois à laquelle je pense. Et plusieurs d'entre eux m'ont raconté que le matin, pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, personne ne se parle, on se dit très succinctement bonjour, puisque tout le monde est en train d'exécuter son processus personnel de montée en puissance. Donc on ne dérange pas les autres, puisqu'on sait que chacun est à telle étape de son process et il ne s'agit pas de le déranger. Et donc, je reviens sur ce point important, quand on trade, c'est qu'on est en train d'appliquer un processus. Ce processus, il est défini. On n'est plus en train de chercher une idée de trading ou on n'est plus en train, on regarde le marché parce qu'on attend de voir tel pattern apparaître. Alors le pattern peut être des bougies japonaises, ça peut être une configuration Ishimoku, ça peut être d'étudier où est le marché par rapport à des pivots, où est-ce qu'on en est de ses objectifs, si c'est une position long terme ou si c'est une position court terme, parce que l'objectif nous donne une espérance de gain intéressante, que sais-je, mais on recherche à quel endroit on en est d'un process. Alors évidemment, ça a un caractère fastidieux parce qu'il faut le faire de façon très précise. Et c'est là où j'ai constaté en coaching que de très bons non-professionnels de la finance qui se mettent à faire du trading se trouvent parmi des gens qui viennent de métiers où il y a des process. Alors il y a deux métiers auxquels je pense. Les professions médicales, les chirurgiens qui exécutent des process. J'ai coaché un chirurgien dentaire.
plus que chirurgien dentaire, je ne sais plus si on appelle ça par odontologue ou parodontologue, pardon pour le terme si certains qui nous écoutent le sont, chirurgien dentaire hautement qualifié. Quand il va à son bureau le matin en voiture, il répète mentalement et même parfois à voix haute les opérations qu'il va faire. Wow. Toutes les séquences. Et enfin, je pense au pilote d'avion. J'ai coaché un pilote d'avion. Alors là, c'est très clair. Je vois un pilote qui s'approche, il pourra me le dire. Atterrissage par temps de pluie, de nuit, aux instruments, on applique un process. On n'innove pas. Ou enfin, celui qui innove, il va... Oui, voilà. Il n'y a pas de petite jaune sur la piste. On ne peut pas se poser. Voilà, ça va être de l'innovation totale. Donc, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est marrant parce que c'est souvent cette comparaison que je prends quand on fait ici des immersions. Tu vois, je commence par leur dire, vous êtes un pilote d'avion. Alors déjà, premièrement, on ne devient pas pilote d'avion en 3 semaines de démonstration. Ce sont des études qui généralement prennent 10 ans. Alors souvent je parle du profil, alors tu choisis... L'excellent pilote, 10 ans quand même. Donc tu choisis ton profil, c'est-à-dire que tu colles ta photo dans le cockpit, soit c'est une photo en Rambo parce que tu es quelqu'un de très agressif, soit c'est le bon père de famille en Papa Noël. Ensuite la fameuse checklist. Est-ce qu'on est bien un jour où je trade? Par exemple, j'ai dit que le vendredi je traitais pas. Est-ce qu'il est bien 9h? Ok. Est-ce que je vais bien trader le DAX? Ok. Est-ce que j'ai défini mon plan de trading? Ok. Voilà, toute la checklist. Et ensuite, on va pouvoir... et j'ajouterais même trader. Un point très précis et qui est très connu des pilotes d'avion, puisque c'est même l'une des causes du crash du Concorde. Plus un cockpit est rempli de voyants, de boutons et de choses à regarder, plus c'est difficile à piloter. C'est ce qui fait le succès des Airbus auprès des pilotes, c'est qu'ils ont simplifié le tableau de bord, simplifié les équipements, en réduisant le nombre à surveiller. Et on sait bien notamment que pour le crash du Concorde, le cockpit du Concorde est bourré de boutons. Et ça rend intellectuellement beaucoup plus compliqué à piloter qu'un Airbus où on a simplifié le nombre de boutons possibles sur lesquels on peut agir et le nombre de cadrans à surveiller. Serais-tu en train de dire qu'il est beaucoup plus facile de trader avec un graphique complètement épuré, avec un indicateur simple comme Ishimoku, qu'un graphique blindé de support de résistance avec une stochastique, un SAR, des Bollinger et des pivots? Sous forme de boutade, j'ai entendu plusieurs traders qui ne se connaissent pas me dire sous forme de boutade, le meilleur indicateur, qu'est-ce que c'est? Les prix. Tout simplement. C'est les prix. Donc un graphique sans rien. Et je pense à un trader qui me dit souvent, je n'ai pas besoin de mettre un indicateur de divergence pour voir tout de suite s'il y a une divergence. Je regarde le graphique, je vois une situation, je me dis, là, si je mets le momentum, si je mets le RSI, c'est certain, il y a une divergence. On le voit déjà. Ouais, c'est comme quand un trader particulier me dit qu'il attend sur un support de 4 heures une réaction sur les chandeliers 5 minutes que la MACD croise. À partir du moment où il y aura réaction sur le support, on sait que la MACD a croisé. Voilà. Et c'est ce qui fait le succès d'ailleurs de 2 outils, donc que ce soit les Shimoku ou les pivots, c'est le caractère simple. Alors les pivots encore plus simples que les Shimoku, parce que les Shimoku, il faut quand même une certaine prise en main. Mais dans les 2 cas, les Shimoku ont un caractère complet qui est très intéressant à ce titre, et les pivots ont un caractère simple qui permet tout de suite d'avoir une lecture de marché. Ce sont des outils qui sont simples, alors qu'en effet, très souvent, malheureusement, les traders qui sont au début de leur expérience de trading vont avoir tendance à rajouter des indicateurs aux noms de plus en plus sophistiqués, comme l'indicateur ultime, l'indicateur alligator, le caïman, le crocodile et autres indicateurs qui ont pour effet de rendre le graphique totalement illisible. Alors tu parlais de 2 choses, les pivots et Ishimoku. Alors pour Ishimoku, vous savez tous qu'on a de très nombreuses vidéos Ishimoku, mais j'étais en train de regarder si je retrouvais la dernière vidéo de Jean-Étienne Adrienne. Saurais-tu nous dire où se trouve la vidéo des points pivots de Jean-Étienne de la dernière conférence FXCM? Elle est sur le forum? Et dans la rubrique. D'accord. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je fais une petite parenthèse.
Vous savez que tous les semestres, FXCM organise une conférence. D'ailleurs, vous avez déjà tous noté la date du 23 mai, que je vous ai répété à de nombreuses reprises, et journée où on aura la chance, je l'espère, de t'avoir, Jean-Étienne. Merci de cette invitation. Donc, conférence trimestrielle FXCM Daily FX, c'est ici, c'est dans le forum. Et en fait, dans les vidéos des 2 dernières conférences, donc je vous laisse aller y faire un tour, je vous envoie juste le lien. Vous avez une vidéo d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure que Jean-Étienne avait réalisée sur les fameux points pivots. Alors, c'est pas mal qu'on ait été en train de parler des indicateurs techniques notamment. Ah, c'est pas le tien. Alors, on a parlé de ton expérience, on a parlé des particuliers, des professionnels. Alors, il y a souvent un chiffre qui ressort. Jean-Étienne, et tu m'en avais déjà parlé, je trouvais ta démonstration intéressante, c'est le chiffre des 95 à 97% de traders particuliers perdants. Oui. Peux-tu me donner ta vision de la chose à ce sujet? Oui, alors c'est un chiffre, on va dire, qui commence à être public, alors que pendant des années, il était, on va dire, tenu discrètement à l'écart du grand public. On dit souvent que sur 100 personnes qui ouvrent un compte de trading, eh bien, il y en a 3 qui effectuent des gains réguliers, et on va dire de plus en plus sympathiques, et 97% qui perdent. Et on ajoute ce chiffre-là de quelques données supplémentaires. 97% perdent leur mise en 3 mois sur les actions, en 3 semaines sur les futurs et en 3 heures sur le forex. Bon, alors maintenant ces chiffres peuvent évoluer, mais ce qu'il faut voir, c'est la cause de cette hécatombe. Je pense que sur 50% des gens qui ouvrent un compte de trading, enfin, sur les gens qui ouvrent un compte de trading, 50% le font en n'ayant aucune idée de ce qu'ils font. Un dîner en ville, ils ont entendu 3 personnes en parler, ils reviennent, ils essayent, grâce à Internet, on fait un virement en quelques minutes. Au pire, ça prendra quelques jours si le broker demande à parler au téléphone à la personne pour vérifier. C'est du pari en ligne, quoi. Voilà, ça revient à du pari en ligne. Et j'ai connu même des gens qui, l'anecdote m'a été racontée, quelqu'un achète un billet d'avion, publicité sur le Forex parallèlement à l'achat du billet d'avion. C'est quelqu'un qui vit en Nouvelle-Zélande qui m'a raconté cette anecdote. Il a essayé de spiler sur le Forex en se disant tiens, mon billet d'avion va me coûter moins cher. Ça a duré 3/4 d'heure. Et ça a coûté cher. Pendant 5 minutes, il a cru faire une bonne opération. Pendant à peu près 30 minutes, il a vu son billet lui coûter 20% de plus. Et à la fin, le cours est revenu à son cours d'entrée, il est sorti et il m'a dit plus jamais je ne recommencerai ce genre de choses. Il avait rigoureusement aucune expérience, bien que ce soit quelqu'un intellectuellement et mathématiquement totalement puissant. Mais les marchés financiers, il y arrivait sans avoir aucune expérience de ce qu'il fallait faire. Donc, un accès rapide, des publicités alléchantes, résultat, niveau de maîtrise du marché, 0. Donc je pense qu'à peu près la moitié de nos 100 personnes viennent là sans aucune formation. Sur la deuxième moitié, j'estime à peu près 25 personnes qui ont lu la doc, présente en ligne très souvent et de qualité, ont lu 1 ou 2 forums, globalement se sont formés quelques heures, 3-4 heures, et vont faire leurs premières opérations. On peut presque leur souhaiter de perdre tout de suite, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour elles. Le cas le pire, c'est de gagner tout de suite, oui, parce qu'elles ont tendance à ce moment-là à tripler le compte, et là arrive la claque qui fait mal. Si vous mettez les doigts dans la prise et que vous avez un courant faible, ça va. Si c'est du courant fort, ça fait très mal.
Donc souvent les gens ouvrent un compte avec des sommes très légères et s'ils gagnent, là ils vont vouloir mettre une mise conséquente. Sur les 25 personnes restantes, malheureusement, la plupart se sont formés en lisant au maximum un livre, 2 livres. Alors des livres souvent très simplistes. Là encore, mes étudiants ont l'habitude, quand je trouve un livre un peu simpliste, de l'intituler « Oui, oui, fait de la bourse ». Bon, c'est un peu méchant, c'est un peu sévère, mais ce sont des ouvrages pas forcément mauvais, mais totalement insuffisants. Tout est simplifié à l'extrême. Tout est présenté de façon caricaturale. Oui, puis ça paraît facile. Voilà. Et donc je pense que n'arrive sur les marchés en ayant vraiment, en ayant passé le temps qu'il fallait, en s'étant formé, sur 100 personnes, au maximum en fait une douzaine. Mmh. Et sur la douzaine, on peut dire ont vraiment travaillé en s'y mettant à fond que 6. Mmh. Et 3 vont gagner leur vie. Et donc je trouve ça très très élevé. Donc tu es en train de dire que sur 6 personnes sur 100 qui prennent ça au sérieux, qui font ça bien dans le temps avec de la formation de qualité, de la lecture d'ouvrages et du travail personnel à la maison, il y a 50% de gagnants. Il y a 50% de gagnants chez les gens qui ont pris le temps d'apprendre la plateforme déjà, parce qu'une plateforme c'est comme une voiture, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on s'achète une Porsche qu'on sait la conduire, ça n'a rien à voir avec une Clio ou une voiture on va dire tranquille. Non, une Porsche on apprend à la conduire, sinon on va avoir des soucis. Et les autres aussi, ceux qui viennent en face. Donc la plateforme c'est complexe, il faut apprendre à manipuler la plateforme, il faut apprendre à connaître les marchés, choisir le marché qui te correspond. Est-ce que c'est le forex? Est-ce que ce sont les matières premières? Est-ce que ce sont les indices boursiers? Est-ce que ce sont les actions? Choisir ensuite parmi les outils de l'analyse technique. J'ai une image qui est très simple. La boîte à outils analyse technique, c'est comme quelqu'un qui aime la musique. Si tu vas rue de Rome à Paris au conservatoire, bonjour, je voudrais faire de la musique, apprenez-moi un instrument. On va te dire, vous savez, des instruments, il y a des instruments à bois, des instruments à vent, il y a les cuivres, il y a les percussions, il y a les instruments à cordes, il y a le piano, il y a l'orgue, et il y a le pipeau, l'harmonica, le triangle. Bon, avant de dire je veux apprendre la musique, il faut peut-être s'orienter vers un instrument, et puis peut-être au bout d'un certain temps en changer. C'est pareil, en analyse technique, il va falloir découvrir les outils, et après découvrir dans quel outil on est bon. Et ça prend du temps. Et ça peut prendre du temps et pour certains, ça peut coûter cher. Puisqu'il y en a qui mettent les doigts dans la prise pour découvrir si le courant électrique leur convient bien. Donc si on teste une dizaine de prises, ça peut faire une dizaine de décharges électriques, et c'est-à-dire des pertes. Donc là encore, il y a toute une attitude d'acceptation du temps nécessaire pour découvrir les outils, la plateforme on en a parlé, dans quels outils on est bon, et après se doter d'une méthode de trading. Et puis après, il va falloir monter en puissance. Certains ont la capacité humaine à faire ça seuls, mais je pense que ces gens-là sont une minorité. Et ces gens-là, de toute façon, quel que soit le métier, ils réussiront à faire seuls leur chemin dans la vie. D'autres, c'est la majorité, ont besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier, ont besoin de voir les expériences des autres. De formules de rappel, des règles, un cadrage, un soutien. Quoi. Absolument. Et je dois dire que j'ai énormément reçu de gens qui m'ont montré, quand j'étais sur les matières premières à Paris, en effet, j'ai reçu d'excellents conseils. Quand j'étais sur les taux d'intérêt français, donc les OAT, BTF, BTAN, j'ai reçu énormément. Quand j'étais trésorier dans le cadre d'associations, j'ai reçu là encore énormément. Et aujourd'hui, quand certains de mes élèves me posent des questions parce qu'ils ne comprennent pas, je reçois énormément. C'est ce qu'on appelle pour un professeur la rémunération en nature. Alors je vais regarder quelques questions. Alors on a des commentaires très positifs sur cette interview. Alors on me dit que c'est une méthode, ça donne matière à réfléchir sur la méthode à appliquer pour travailler sérieusement. Tous les indicateurs peuvent être à un moment bien précis, encore faut-il savoir les comprendre et les interpréter, nous dit Visiteur. Donc là on est complètement d'accord, vous voyez bien que quand on nous parle d'un
d'un indicateur. Quand Jean-Étienne vous fait un cours, il peut vous faire 3 heures de cours sur le stochastique, et là vous comprendrez ce que c'est que réellement se servir qualitativement de cet indicateur qu'est le stochastique. C'est pas tout simplement acheter quand ça croise en bas et vendre quand ça croise en haut, c'est pas vendre un RSI supérieur à 70 comme ou autre. disent célèbres comiques français, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Quelqu'un nous dit, elles sortent d'où ces statistiques sur les 97% de traders perdants? C'est sur une seule institution ou une moyenne? Oui, alors là, ces statistiques, elles sortent des professionnels. C'est bien ça le parce problème. que les courtiers sont cotés en bourse. Voilà. Tous les trimestres, Voilà. ils publient leurs résultats. On trouve à peu près de 60 à 80% de traders perdants par trimestre. Sauf que vous vous doutez bien qu'il y en a qui vont gagner certains trimestres et perdre d'autres. Donc, au bout de 2-3 ans... Et je dirais aussi, ces statistiques, pas les mêmes, mais le fait que la plupart des clients perdent sur les marchés financiers, ça c'est vieux comme les marchés financiers. Parce que malheureusement sur les marchés financiers, le gros de la troupe ne prend pas le temps de se former, et à contrario, il y a une minorité, moins du tiers de gens, qui travaillent très sérieusement, très sérieusement. Alors, 15 Cantal nous pose une question intéressante. Faut-il être obligatoirement bon en maths? Alors, bon en maths, non. Mais à l'aise avec les chiffres. Voilà, il faut être très à l'aise avec les ordres de grandeur. Très à l'aise avec l'ordre de grandeur. C'est sûr que, j'allais dire, il faut être bon dans la règle de 3. Il y a la règle des 7 qu'on a vu précédemment, mais là, c'est la règle de 3. Il faut être très à l'aise avec les ordres de grandeur. 10% d'une hausse, 10% d'une baisse, mettre un stop à 2% de son capital, il faut tout de suite voir ce que c'est. Les ratios risque-gain. Voilà, exactement. Mais c'est des maths de base. Voilà. C'est pas... oui, c'est ce qu'on appelle parfois arithmétique supérieure. Voilà. Maintenant, je pense que pour l'analyse technique, plus que d'être bon en maths, il faut être bon en visuel. Il faut être bon en visuel. D'ailleurs, c'est ce que disait quand j'étais en terminale mon professeur de philo. Il me disait que j'étais mauvais en philo parce que je ne faisais que des comparaisons en faisant des images. Ce que j'aime dans l'analyse technique, c'est cette représentation visuelle. Et d'ailleurs, certains professionnels de la finance ont eu énormément de problèmes lorsqu'on est passé des marchés auditifs aux marchés silencieux. Avant, à la Corbeille, tout le monde se souvient, ceux qui ont mon âge, donc si j'ai débuté ma carrière en 86, je vous laisse faire peut-être pas une règle de 3, mais un calcul. Nicolas, tu arrêtes de te moquer de moi, s'il te plaît. Mais à l'époque, ceux qui se souviennent des chaînes de télé françaises qui, tous les midis, passaient un rapide aperçu de la Bourse de Paris, on avait Rémi Gaillard, ou non, c'était pas Rémi Gaillard, pardon, c'était André Gaillard, qui donnait la température de la Bourse de Paris, on entendait un brouhaha. Ouais. Je me souviens d'un des meilleurs analystes techniques des années 90 qui travaillait dans une grande salle des marchés, énorme plateau. Alors je ne dirais pas quelle banque, mais elle a brûlé. Et donc il y avait une entrée dans une rue de Paris, une sortie dans l'autre rue de Paris. Il y avait boulevard des Italiens, une autre rue. Il y avait un énorme plateau. Et quand il revenait de déjeuner, son bureau était près d'une porte. Il passait par l'autre porte pour traverser la salle de marché. Et il me disait, en fonction du bruit sur tel ou tel desk, je sais, et du type de bruit, je sais où sont les marchés, je sais où sont les prix. Rien qu'en vocal, par le bruit fait par les opérateurs et en l'entendant. Et de nombreux opérateurs à Chicago, ça c'est très connu, lorsque les marchés ont été cotés par électronique, ont perdu énormément les premiers temps de leur trading parce qu'ils n'entendaient plus le bruit des marchés. Et il existe d'ailleurs un site internet où on peut se connecter, on paye un abonnement qui n'est pas très cher d'ailleurs, pour entendre le bruit des derniers pits de Chicago. Oh wow. Avec quelqu'un qui commente le type de bruit que l'on entend. Parce que quand on entend le bruit d'une corbeille, on peut savoir qui achète, qui vend. Est-ce que le marché est actif? Est-ce que le marché est très actif? Est-ce que le marché a peur? Est-ce que le marché est en confiance? Mais maintenant, les marchés, c'est visuel. Il faut donc être très à l'aise avec les graphiques. Et quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les graphiques, c'est vrai, devra se former l'œil. Alors ça, c'est possible. Il y a quelques semaines, certains de tes clients qui sont venus en séance de travail ici ont pu voir ce que c'était que la lecture des marchés.
bougie après bougie, on apprend à lire le marché et, j'allais dire, à faire parler les bougies. Sinon, elles sont silencieuses. Oui. Alors que si on les fait parler, au contraire, elles ont énormément d'informations à nous donner. Alors, Laurent dit, serait-il possible de nous donner un exemple de checklist du matin? Écoutez Laurent, ça je pense que Jean-Étienne le fera lors de la formation de fin avril. Jean-Jacques nous dit, pour trader à mon avis il faut un mental très solide, c'est certain, une patience hors pair, c'est clair, avoir pourquoi pas un peu d'intuition, bon de temps en temps, mais ça c'est la prime, et surtout une bonne analyse des graphiques et les croix. Effectivement, je pense que là vous avez quand même un professeur d'analyse technique présent, donc il ne va pas vous dire le contraire. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, d'après vous, est-ce que le swing trading est plus fiable que le scalping ou est-ce que ça dépend de la personnalité? Est-ce que chez les pros en banque, il y a beaucoup de scalpers? Alors, en fait, ça dépend ce qu'on entend par scalper. Scalper, quelqu'un qui prend une... En fait, ce qu'on appelait scalper il y a 20 ans, c'est quelqu'un qui rentrait à 11 heures, qui sortait à 4 heures. Aujourd'hui, on va dire que ça, c'est un swing trader. On va parler de scalper, quelqu'un qui rentre à 10 heures et qui est sorti à 10h20. Bon, bien sûr, les techniques pour accéder au marché ont changé. Je crois que scalper... Pour moi, un scalper, c'est quelqu'un qui prend de toutes petites variations par rapport à l'horizon qu'il regarde. Si je regarde le marché en weekly et que je prends 30 points, je scalpe. Si maintenant je regarde les marchés, si je regarde un indice comme le CAC 40 en données à la minute et que je prends 30 points, c'est plus du scalp. C'est un swing. À ce moment-là, c'est un swing. En fait, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ces terminologies de swing ou de scalp. Je préfère autre chose. Est-ce que quelqu'un prend des variations de cours qui sont dans le vibrato du marché? Le vibrato du marché, c'est l'espèce de petit mouvement qui a l'air latéral, quelles que soient les évolutions de cours. Il y a toujours une espèce d'unité de temps où on a toujours l'impression que le marché évolue en latéral. Quelqu'un, un gérant de fonds de pension, à la limite, quand il regarde le marché en quotidien, il a l'impression que ça fait du latéral. Bon, parce que lui, ce qui l'intéresse, ce sont des variations de 300 points. Quand on fait du trading à très court terme, intraday, c'est-à-dire que le soir, toutes les positions sont fermées, le vibrato du marché, c'est quelque chose qui est proche du spread du carnet d'ordre. Sur le Forex, par exemple, tout mouvement de quelques pips, c'est du vibrato de marché. La prévision est quasiment impossible, les analyses techniques sont quasiment impossibles. Alors on peut y aller à la pièce de 100 balles, on la lance en l'air, on regarde de quel côté elle tombe. Alors que le trading de carnet d'ordre, sur les marchés de carnet d'ordre, ça c'est une technique extrêmement sophistiquée, mais réservée à une infime minorité de personnes. Infime minorité de personnes. C'est exactement comme aux échecs, les champions au Blitz, ils sont très peu nombreux, bien sûr ils sont très impressionnants. En revanche, sortis du Blitz, ces champions-là se font battre par les grands champions des parties en 4 heures. Donc pour moi ce qui est intéressant c'est plus, et j'en parlais il y a quelque temps, tu vois Nicolas, avec Karen, ce qui est intéressant c'est de savoir quelle est mon horloge interne, quelle est la durée d'une position dans laquelle je suis à l'aise. Est-ce que je suis à l'aise quand je prends une position qui doit me donner raison dans les 5 minutes ou est-ce que je suis plus à l'aise pour une position qui va me donner raison dans 3 jours? Quelle est la durée de la souffrance que j'accepte? Est-ce que je souffre énormément quand je suis stoppé au bout de 3 jours ou quand je suis stoppé au bout de 5 minutes? Tu veux dire que en fonction de chaque personne, il y a un type de trading? Exactement. Chaque personne a son temps interne, a une espèce d'échelle interne de durée d'une bonne opération. Bonne opération, c'est pas un gain, c'est une bonne opération dans le respect d'un process. J'ai un process qui sur le long terme, c'est-à-dire sur un grand nombre d'opérations, est gagnant, mais opération après opération me donne tantôt des gains, tantôt des pertes. Chaque gain ou perte a sa durée qui me correspond psychologiquement. Certaines personnes, par exemple, n'aiment pas du tout gagner trop vite.
rentrer sur le marché à 8h25 et être sorti à 8h29 parce que le marché du DAX, par exemple, aura subi un décalage de 30 points. Alors elles vont prendre le profit, mais ça va les laisser, on va dire, fragilisées pour la journée. Elles vont arrêter tous les trades. D'autres personnes, au contraire, vont aimer des opérations rapides et, par exemple, vont aimer ce qu'on appelle le trading de la première heure. C'est-à-dire des techniques de ce qu'on appelle de breakout, sur les 10 premières minutes. Voilà. Ou alors, en effet, regarder l'ouverture du marché sur le Forex, c'est très connu, l'ouverture du marché à Francfort, et lorsque les opérateurs à Londres arrivent sur le marché, eh bien, est-ce que les opérateurs de Londres vont amplifier ou prendre le contre-pied des cambistes à Francfort. Donc, ces gens-là aiment les opérations rapides. Tout le monde n'est pas fait pour ce type de trade. De même, certains vont préférer des trades sur plusieurs jours, carrément, voire sur plusieurs semaines. Et donc, ça je pense que ça, c'est un vrai travail sur soi, de se connaître. Oui, donc en fait, parce que je te posais cette question-là, parce qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent comme ça sur les marchés, et qui me disent, voilà, moi j'ai vu une personne qui fait de l'intraday, je le trouve bon, j'ai envie de le suivre. Et quand je pose la question à cette personne-là, je lui dis, mais oui, mais vous faites quoi comme travail, etc. Il m'explique qu'en fait, la journée, il est pris, il ne peut pas regarder les marchés, qu'il n'a que le soir. Exactement. Donc il a typiquement le profil d'un investisseur de moyen terme, mais il veut suivre une technique d'intraday. De la même façon que j'ai déjà eu un bon père de famille, mais tu vois, relativement stressé par les marchés, qui me disait vouloir suivre un scalper au quotidien entre 8 et 9. Non. Ça, c'est cette méthode présente de fortes garanties d'échec. Oui, donc on doit apprendre à se connaître soi-même pour savoir quel type de méthode va nous convenir et ensuite aller vers cette méthode. Mais on ne doit pas aller vers une méthode pour la méthode. Non, exemple, celui qui fait du scalping regarde en permanence le graphique, du moment où il est rentré jusqu'au moment où il sort. Or, certaines personnes, le fait de regarder en permanence le graphique les perturbe énormément. Fait agir, ça les fait... D'excellents opérateurs, traders pour leur compte personnel m'ont redit il y a encore quelques semaines qu'ils ont en permanence, régulièrement, ils redécouvrent le bienfait de quitter leur bureau, de, comme on dit, vaquer à des occupations, sortir, aller à un magasin, faire une démarche administrative, que sais-je, quitte à avoir laissé un stop et de consulter leur smartphone et voir que ça y est, ils ont été stoppés mais ils sont en pas perte ou stoppés en profit. Mais de ne plus regarder le graphique. Ouais, moi quand je travaillais avec un gérant en 2008, bon, les marchés étaient quand même bien punchy. Oui, et c'est vrai que souvent on traitait, on regardait les préouvertures, puis on traitait de 9 à 10, 10 et demi. Et là, il y a vraiment un temps mort de marché. C'est clair. Où on avait plein de personnes, plein de traders, plein de gérants comme nous qui à 11h vont promener le chien, vont lire le journal, faire une pause et ne pas scotcher comme ça devant l'écran. Souvent à midi c'était la période du pullback selon que le marché était haussier ou baissier. Et puis à 14h quand les Américains arrivaient, là on avait la deuxième mi-temps, si je puis dire. Et alors de la même façon, l'opérateur privé pourra se poser la question, est-ce qu'il intervient sur des marchés au moment où ce marché est calme ou au moment où ce marché est agité? Tu as le cas par exemple des traders qui aiment bien les marchés américains, mais le matin à Paris. Parce que il y a encore des opérateurs actifs, il y a toujours des opérateurs actifs par exemple sur le contrat mini Dow Jones, alors que les Américains ne sont pas au travail. Certains sont déjà au travail, mais ils sont peu nombreux. Et à ce moment-là, on voit très bien les évolutions du Dow Jones qui sont molles, de faible amplitude, assez faciles à lire, alors que dès que les marchés US ouvrent, alors là, ça évolue au son du canon. C'est la machine à laver. Et exactement, c'est la machine à laver. On a en 2 minutes 50 points à la hausse et 80 points à la baisse. Comme si un chiffre était tombé en permanence. Alors que si ça se trouve, il n'y a pas eu de chiffre. Eh bien, là encore, l'opérateur doit savoir, non pas décider, mais il doit d'abord savoir quel type de mouvement il apprécie. Est-ce qu'il apprécie les mouvements violents ou les mouvements lents? Tu as par exemple sur les contrats à terme, je pense au DAX et au CAC, lorsque le marché cash est fermé,
tu as souvent des vibratos jusqu'à la clôture du marché à terme. Et ce sont des mouvements beaucoup plus atténués que lorsque les actions au comptant sont en train d'être tradées. Ouais, c'est moins erratique. Et bien là encore, l'opérateur doit savoir qu'est-ce qu'il préfère comme type de marché. Et toutes ces questions, avant d'atteindre ce trading gagnant, encore une fois, pour 1 sur 2, ce qui est une excellente statistique, eh bien, il faut être passé par toutes les formations et surtout les entraînements qui permettent de savoir pour quel type de trading on est fait, quel type de process correspond à chacun. De la même façon que le musicien, au bout de plusieurs années, découvre qu'il est fait pour tel type d'instrument de musique et pour jouer tel type de partition. Et tout le monde n'est pas capable de jouer de tous les instruments, même les chefs d'orchestre. Bah écoute, la prochaine fois je ramènerai mon violon. Exactement. Mais peut-être pour faire du jazz. Ah, j'ai pas encore essayé ça. Voilà. Figure-toi. Bah écoute Jean-Étienne, merci beaucoup. Ça fait déjà 1 heure que l'on est en interview. C'était vraiment très intéressant. J'espère que nos lecteurs ont apprécié. Sachez qu'on essaiera de renouveler ce type d'intervention. Alors une très bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, retrouver les webinaires et les passages en conférence de Jean-Étienne. Ce que je vais faire, c'est que ne vous embêtez pas à chercher. Je vais en fait aller dans le papier dont je vous parle depuis tout à l'heure qui s'appelle les rendez-vous DailyFX et je vais y ajouter en dessous des vidéos de Jean-Étienne. C'est-à-dire que je vous envoie le lien à tous et vous irez sur cette page-là si vous voulez les infos. Je vous mettrai les passages de Jean-Étienne en conférence et sa dernière vidéo sur les points pivots ainsi que la vidéo sur la règle de 7. Sachez que Jean-Étienne donc fait une formation le 29 avril prochain, donc dans 5 semaines dans les bureaux des FXCM. Le but de cette formation, c'est de justement faire du coaching, c'est de discuter avec vous du point de départ du trader, le point de départ du comment lire un graphique, quelles questions se poser à soi-même, quel type de trading est fait pour vous et ensuite redémarrer. Bref, un travail très important que Jean-Étienne fait maintenant depuis des années pour des professionnels aussi. Jean-Étienne, oui, tu étais encore en Suisse hier, je crois. Bref, Jean-Étienne travaille avec de nombreux gérants, de nombreux fonds, de nombreux clients privés, etc. Donc voilà, si vous souhaitez récupérer par exemple le PowerPoint de la règle de 7, si vous souhaitez rencontrer Jean-Étienne, si vous voulez faire sa formation, c'est possible, n'hésitez pas à appeler FXM pour vous renseigner. Enfin, le 23 avril, je le redis, nous avons le 23 mai, nous avons la conférence semestrielle DailyFX et c'est encore une fois, je pense, Jean-Étienne qui nous fera l'ouverture. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions pertinentes, pour vos commentaires positifs. Je vais donc enregistrer la vidéo qu'on vient de faire et celle d'avant sur YouTube, les poster sur le forum ainsi que sur le site. Et nous vous souhaitons à tous une bonne fin de journée, de bons trades. Et puis Jean-Étienne, écoute, merci beaucoup d'être venu cet après-midi, c'était très sympa. Eh bien, merci de ton accueil Nicolas et à très bientôt. A très bientôt à tous sur DailyFX.